Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission On en parle à Taïwan qui est présentée aujourd'hui par Floriane, Meg et Sasa. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors, je vais vous parler de quelque chose qui est plutôt lié à l'actualité avec la journée des autochtones. Ah, Je ça vais va pas être intéressant parler- ça. On va développer un peu plus après. Mhm. eh bien moi on va pas vraiment parler autochtone, mais on va rester dans le domaine de la culture. On va parler des puisque- étrangers. Non. Non. Ce jeudi, la liste des lauréats du prix présidentiel de la Ah. culture a été annoncée. Donc j'aimerais revenir un petit peu sur les personnes et associations qui ont été primées. D'accord, ça va être intéressant parce que j'ai pas encore regardé cette nouvelle. Alors de mon côté, je vais tout simplement vous parler de la pluie et du beau temps. Ah, Enfin, surtout de la plutôt pluie. Surtout de la pluie, ouais. C'est pas rigolo, c'est pas rigolo. Non, c'est Non, vrai. effectivement. Surtout de la grosse pluie, des pluies torrentielles qui ont marqué le centre et le sud-ouest surtout de Taïwan. Enfin, même un Avec peu des sud. morts déjà, en fait. Ouais, Mm. ces derniers jours, cette semaine. Oui. Mhm. Voilà, donc on commence peut-être par la journée des autochtones. Oui, alors nous sommes le 3 août et il y a 2 jours, le 1er août, les Taïwanais ont célébré la journée des autochtones. Alors d'abord, une petite question, on va faire sous forme de quiz. Ding. Savez-vous pourquoi c'est le 1er août, c'est la journée des autochtones? Je le savais, mais j'ai oublié. Ding, bang. Vous devez être Non. tous tort. J'ai oublié. Je sais pas non plus, je sèche. Alors c'est parce que c'est le 1er août, mais je vais dire exactement Parce que quelqu'un la avait date. manifesté un 1er août pour les droits des autochtones. Bah, justement, on a manifesté, mais on a réussi ce jour-là. C'est en 1994, plus précisément le 1er août 1994, que l'Assemblée nationale a amendé la Constitution pour que on utilise officiellement le terme du peuple autochtone au lieu de, entre guillemets, Shambao, qui pouvait être traduit par des gens de montagne, des barbares, en fait. sauvages, Oui, ce genre ouais. de... J'aurais dû Le répondre terme. parce que je me souvenais que ça avait un lien avec la Constitution, mais je me souvenais plus lequel. Raté. Alors, donc, cette journée est toujours fêtée par le gouvernement surtout depuis 2016, lorsque Tsai Ing-wen, qui était au pouvoir pour la première année, a présenté officiellement des excuses du gouvernement au peuple autochtone pour tous les droits qu'on a pris et surtout pour tous les territoires aussi, même si la question de territoire des autochtones reste non réglée, malgré la volonté de Tsai Ing-wen et du DPP, en fait. Je crois que là, je dois parler plutôt de Tsai Ing-wen qui était en fonction, en fait, entre 2016 et 2024, puisque le président actuel, Lai Ching-te, qui est toujours du parti DPP, a beaucoup moins évoqué la question de droit des terres ancestrales du peuple autochtone. Mhm. Voilà, donc ça c'est plus une petite partie sur l'histoire et le fait l'importance d'avoir cette journée. Mais ce que je souhaite vous parler, c'est que savez-vous que si vous voulez prendre le métro de l'aéroport de Taoyuan, vous pouvez le prendre gratuitement entre le 1er et le 7 août. Ah bon, je savais pas. C'est en Mais lien. c'est quoi le lien alors avec la journée des autochtones ? Effectivement, c'est quelque chose. J'ai aussi les sourcils froncés. C'est un lien, c'est un partenariat qui a été signé entre la compagnie de métro de Taoyuan et un parc culturel autochtone. Ah, d'accord. Oui, qui est basé à Taoyuan, qui s'appelle Kiri. Et donc, si pendant cette semaine, vous portez quelque chose au motif d'aborigène, C'est-à-dire un vêtement que c'est ce soit ça un vêtement ou un pendentif ou Ah. un sac, Mhm. quelque chose avec les totems aborigènes aussi, vous pouvez prendre autant de fois le métro de Taoyuan gratuitement. Donc en fait, il y a quelqu'un Wow. Qui vérifie En si fait, on a un habit il traditionnel. suffit qu'on se présente au guichet pour dire que je porte ce motif-là. Je peux entrer gratuitement, en fait. On me laisse entrer.
Je pense que pour sortir, ça va être pareil en fait. On doit passer au guichet. J'ai une petite perle colorée Paiwan que j'avais faite moi-même. Tu peux donc je peux prendre le métro, mais j'ai pas besoin d'aller à l'aéroport. Même si t'as pas besoin, tu peux le faire gratuitement, autant de fois que tu veux. Et en plus, ça bénéficie aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est un partenariat avec le parc culturel autochtone. Donc, si vous avez aussi un pass du métro, par exemple, et de tes passes en fait, ou alors la carte Easy, vous pouvez aller dans ce parc et bénéficier d'une réduction si vous achetez des choses qui sont au motif des autochtones en fait. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait un parc sur les autochtones à Taoyuan. Moi non plus. Apparemment, tout le parc est conçu sur le concept de langue austronésienne, et il y a donc la gastronomie, les vêtements, tout ce qui est aussi des objets culturels créés avec des motifs des autochtones qui sont vendus dans ce parc. C'est un parc qui est là depuis longtemps. Enfin, ça a l'air d'être assez touristique, en fait. Si c'est aussi pour la vente d'objets. C'est ouvert en août dernier, donc ça fait à peu près 1 an en fait. Voilà. Et donc à Taoyuan, c'est pas seulement tout. Si vous voulez, à Ilan, vous savez, à chaque été, il y a le célèbre festival des jouets des enfants, en fait, des enfants de Ilan. En fait, c'est un parc qui propose beaucoup d'attractions sur l'eau. Donc, si vous êtes autochtone, officiellement autochtone, reconnu par l'État, donc il faut présenter votre pièce d'identité, vous pouvez bénéficier toutes les activités qui sont proposées dans le cadre de ce festival gratuitement. Voilà. Donc ça, c'est une entrée gratuite. À Ilan, il y a aussi, ou à Lodong, un musée des cultures autochtones. C'est peut-être lié aussi. Qui est assez grand et qui a aussi beaucoup d'expositions, des activités, des spectacles. C'est aussi un endroit qui promeut beaucoup les cultures autochtones. Je crois que beaucoup de collectivités locales ont ce genre de musée ou de site en fait qui encourage la connaissance de la culture autochtone à Taïwan. Et une dernière information liée à cette journée que je trouve particulièrement intéressante, c'est le comté de Changhua. Qui, en fait, a annoncé à l'occasion de cette journée que leur population autochtone augmente continuellement. Mais Changhua, c'est pas vraiment un comté qui est très connu pour les populations autochtones, non ? Pas du tout. C'est ça le plus drôle. Et en plus, Changhua est en train de perdre sa population depuis plusieurs années. Mais le nombre de populations autochtones augmente. Et selon les comtés de Changhua, cette année, il y a plus de 7120 aborigènes qui sont résidents permanents installés définitivement à Changhua, donc dans le centre de Taïwan. Et c'est une croissance de plus de 6% par rapport à l'année dernière. Alors que, du coup, selon Changhua, en fait, c'est lié au fait que Changhua propose des aides sociales plutôt intéressant pour les personnes, par exemple pour les personnes âgées, pour les personnes de plus de 55 ans, en fait, qui ont besoin des lunettes de vue, qui ont besoin de soins de santé, des appareils dentaires, ou encore, apparemment, ils proposent des aides, même pour suivre des formations en langue autochtone. Selon Changhua, toutes ces aides, y compris les aides au logement, ont permis à ce comté d'attirer de plus en plus de peuples autochtones qui s'y installent, au point que, donc, vous savez, à la fin de l'année prochaine, en 2026, Taïwan va organiser les élections locales, au point qu'ils sont obligés d'augmenter le nombre de sièges autochtones pour le conseil municipal. Ah, d'accord. Donc, à partir proportionnellement. Donc, il y a, parce que pour les sièges autochtones, il y a les plaines et les montagnes. Et ils ont augmenté. Ils vont devoir proposer 2 sièges aborigènes de montagne pour 2026. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à noter, en fait. Ouais. Une évolution démographique intéressante. Oui, et je peux proposer, on disait tout à l'heure que Changhua compte 7000 habitants autochtones et
Au total, Changhua compte actuellement 1 200 000. C'est finalement le comté le plus grand en termes de population en dehors des 6 super-municipalités en termes de population. Ah oui. Voilà, c'est... C'est intéressant parce que je ne savais pas, oui, Changhua est souvent un petit peu oublié quand on parle des villes principales. Et c'est plutôt rural en fait. C'est plutôt rural. C'est plutôt rural, c'est en dessous de Taichung. Mais oui, justement, Changhua perd sa population au détriment de Taichung, en fait, qui attire tellement de... C'est juste à côté, en fait, et qui propose beaucoup plus d'opportunités d'emploi. Mais Changhua, finalement, c'est le comté, discrètement, qui compte le plus d'investisseurs en bourse de tout Taïwan. Ah bon? Oui. Alors ça, c'est une autre affaire, mais... Voilà, c'est pas lié aux aborigènes, mais bon. En fait, l'épisode d'aujourd'hui, il devient un épisode sur Changhua. Voilà, donc c'est la journée des autochtones à Taïwan. Alors, je vais continuer en vous parlant de la pluie. Enfin, le beau temps, il est à Taipei, mais la pluie est ailleurs à Changhua, à Taïwan. justement. Effectivement. Notamment, tout à fait. Alors, en fait, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc le typhon Danas qui est passé vers le 6 juillet. Début juillet, oui. Voilà. C'était pas un typhon très très fort quand même, mais quand il a frappé de plein fouet la côte ouest de Taïwan. De Taïwan, qui est assez peu habitué à se prendre des typhons vraiment comme ça, de manière directe. Parce que les trajectoires traditionnelles des typhons, c'est plus depuis l'est ou depuis le sud. Oui. Et donc, quand les typhons arrivent à l'est, en général, c'est assez grave, mais c'est quand même des zones peu peuplées, alors que la zone donc, où était le typhon Danas, et ensuite, il y a aussi eu le typhon Komei, et maintenant des pluies qui viennent avec... tous les vents des typhons, en fait, oui, de sud-ouest. Voilà. Et ben, cette côte ouest de Taïwan est aussi beaucoup plus densément peuplée, et c'est une région très agricole, donc il y a beaucoup de dégâts. Et en fait, cette semaine, il a vraiment plu pendant plusieurs jours, des pluies diluviennes. Et ça ne s'arrête pas en plus. Tout à fait. Donc, c'était surtout les régions du sud, sud-ouest et du centre de Taïwan qui sont les plus touchées avec des inondations. Vous avez peut-être vu des photos des personnes qui ont de l'eau jusqu'aux genoux, voire même jusqu'à la taille. C'est vraiment assez impressionnant. Et oui, c'est assez triste parce que j'avais fait des reportages, par exemple, dans le comté de Jiayi, il y a quelques semaines. Et puis, il faisait beau, comme d'habitude, il fait toujours beau là-bas. Et puis, en fait, maintenant que je diffuse les reportages, en fait, là-bas, ils sont en plein dans les inondations. C'est sur les éco-villages, c'est ça? Voilà, il y avait l'éco-village de Jiqiu-Huayuan et puis le musée de la campagne aussi. Et là, j'ai vu les photos, ils ont l'eau jusqu'aux genoux. Donc, c'est vraiment pas facile pour eux. Donc, il y a eu des écoles fermées quelques jours en fonction, un peu différents selon les régions. comtés. Voilà, notamment à Jiayi, Tainan, Kaohsiung, Yunlin, Pingtung. Et même Taidong, en fait, dans le sud-est. Voilà, et Nantou et Taichung ont aussi été touchés. Enfin, c'est quand même pas mal. En gros, il n'y a que le nord, la moitié nord qui est plutôt épargnée cette fois-ci. Et d'ailleurs, c'est un peu le monde à l'envers, parce que d'habitude, quand on vient de Taipei et qu'on va dans le sud, il fait toujours gris, il pleut à Taipei, et puis à partir de Hsinchu, il y a du soleil. Oui. Et là, c'est vraiment l'inverse actuellement. Il y a eu des routes qui ont été fermées. Il y a aussi des routes qui se sont effondrées dans les ravins. Coupées, oui. Et donc, notamment, il y a eu des accidents comme ça qui se sont produits, qui ont fait quelques victimes. On ne peut pas encore vraiment faire le bilan global parce qu'il y a encore des pluies diluviennes dans certains endroits. Bien sûr, il y a eu des ferries entre l'île principale de Taïwan et les autres îles qui ont été suspendues. Et il y a des personnes qui ont dû être évacuées en prévention. Plus de 3000, je crois. Plusieurs milliers, c'est ça. Et il y a eu aussi, bien sûr, des coupures d'électricité et de télécommunications. Et d'ailleurs, à propos d'électricité, en fait, lundi dernier, les pompiers ont dû venir en aide à des employés de la compagnie publique d'électricité Taipower qui étaient bloqués dans leur véhicule en raison de la montée des eaux à Puzi, dans le comté de Jiayi.
Ils voulaient réparer l'électricité, mais c'était... Ils se sont fait prendre eux-mêmes par les inondations. En fait, il est tombé 350 mm d'eau en 24 heures, rien qu'en 24 heures à cet endroit-là. Et en cumulé, c'est assez impressionnant. Enfin, sur toute la semaine, il faudra attendre d'avoir des statistiques. Mais je pense que ce sera plutôt la semaine à venir, là. Mais c'est impressionnant, les quantités de pluie qui peuvent tomber. Et d'ailleurs, on en parlait aussi avec Grégoire Ramé, un chercheur que j'ai interviewé récemment sur la question de l'extraction du sable à Taïwan. Et en fait, ça sera bientôt publié en décryptage, mais ce qu'il disait, c'est que à Taïwan, il y a beaucoup d'extraction du sable dans les rizières. Rizières ou rivières ? Les rivières, pardon, effectivement. Mais dans les rizières aussi, attention, pour faire une terre trois récoltes, vous allez découvrir ça. Donc dans les rivières, et il y a soi-disant une exception géologique taïwanaise, c'est-à-dire qu'il faudrait enlever le plus de gravier et de sable possible des rivières pour permettre, quand il y a des pluies comme ça, à l'eau de se déverser très vite dans la mer et de ne pas inonder les côtés, enfin les berges. Mais après, ça, c'est encore quelque chose qui est controversé. En fait, on ne sait pas vraiment si c'est très bon sur le plan écologique ou s'il n'y aurait pas d'autres moyens. Mais ce qui est vrai, en fait, ce qu'il avait dit pendant cette interview, c'est que comme Taïwan, c'est assez petit et il y a des très hautes montagnes. Donc, quand il y a des pluies torrentielles, en fait, qui emmènent en fait. Voilà, il y a des pans de montagne entiers qui descendent dans la rivière. Et puis surtout, c'est pas comme en France où tu as une rivière qui sillonne sur des kilomètres, qui fait des méandres et des méandres. Très étendue, en fait, très large. Voilà. En fait, à Taïwan, c'est presque une ligne droite comme ça qui va vers la mer. Et c'est impressionnant parce que quand il n'y a pas de pluie, on dirait qu'il n'y a pas d'eau dans les rivières, mais le lit, il est énorme. Mais quand il pleut, en fait, c'est carrément l'eau qui descend, mais directement de la montagne, comme ça, en ligne droite vers l'océan. Donc, ça peut être assez violent. Donc, voilà, je fais une petite parenthèse, mais c'est vraiment intéressant. C'est aussi pour ça que Taïwan n'arrive pas à conserver l'eau. On a des problèmes de pénurie d'eau malgré la quantité de précipitations importantes, en fait. Ouais, parce qu'elle est évacuée vraiment très, très vite. Ouais. Et bien sûr, en fait, les régions de l'ouest de Taïwan sont plutôt agricoles. Donc, malheureusement, les cultures sont très affectées par ces inondations et probablement que le prix des légumes va encore augmenter, comme c'est souvent le cas après les typhons. Et en fait, ces inondations ont aussi eu quelques conséquences que moi j'avais insoupçonnées, notamment quand je suis allée faire des interviews des personnes qui allaient voter pour les scrutins sur la destitution des députés. En fait, il y a vraiment des gens qui m'ont dit oui, on devrait plutôt dépenser l'argent plutôt que pour ces scrutins, pour aider les gens qui sont touchés par les inondations, etc. Oui, parce qu'il y avait le typhon d'Anas, en fait, c'est ça, oui. Ouais, donc ça a parfois des conséquences un peu inattendues aussi. Et il y a aussi des conséquences sur le plan sanitaire, avec notamment la recrudescence de certaines maladies, comme la leptospirose, qui est transmise par l'urine des rats, ou encore la mélioïdose, une maladie infectieuse bactérienne qui peut être mortelle. Et le Centre de contrôle des maladies a recensé de plus en plus de cas de cette maladie, en fait, surtout dans le sud, surtout depuis le passage du typhon d'Anas. Et il y a eu deux malades, je crois, qui sont décédés. C'est encore gérable pour le moment, mais j'espère que ça va aller. Et bien sûr, il y a... les maladies transportées par les moustiques aussi. Voilà, il y a la dengue. Pour l'instant, il n'y a pas d'épidémie vraiment de dengue. Mais pas encore, ça va arriver. Peut-être avec l'eau stagnante après. Et les pour moustiques... l'instant, ça ne stagne pas. Ça coule trop fort. Mais oui, non, c'est sûr que c'est dans les après-typhons et inondations, il y a souvent ça. Il fait chaud et humide. Et pour terminer, je voulais juste signaler que le Premier ministre Cho Jong-tai a annoncé aussi un plan de lutte contre les inondations de 100 milliards de dollars taïwanais, donc près de 3 milliards d'euros, pour en fait essayer de renforcer les infrastructures pour faire face aux conditions météorologiques extrêmes, parce que en fait, il y aura peut-être de plus en plus de conditions
extrêmes comme ça dans les années à venir. Moi, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut vraiment aider, mais on espère. Je sais pas, parce que ça fait au moins 8 ans que le gouvernement investit des milliards dans la gestion des eaux pour éviter les inondations. Et... Mais de toute façon, il y a des fossés à entretenir, il y a des canalisations, soit parfois à élargir ou à refaire. Parfois, elles sont plus en état, donc c'est sûr que c'est un travail gigantesque. C'est un travail... Ouais. Et puis pour essayer de garder séparé aussi l'eau des rivières, les eaux usées et l'eau des égouts de la rue, par exemple, ou des canaux, ce sont aussi des systèmes qui sont parfois mis ensemble, qui sont parfois séparés. C'est pas forcément pareil dans toutes les localités non plus. Donc c'est un sujet qui est très complexe aussi. Voilà. Et puis il y a aussi l'artificialisation des terres, en fait. Là, c'était quand même des comtés ruraux, donc ça va encore. Mais je me souviens une fois, j'étais à Taichung dans la ville, et puis j'étais au dîner à un restaurant avec un ami. Et quand on est sorti, mais juste le temps d'un dîner, on avait déjà l'eau jusqu'aux genoux, quoi. C'était waouh. Et en entrant, il n'y avait rien du tout. Non, en rentrant, l'orage commençait juste. Et du coup, mais en fait, quand on regardait autour, il n'y avait que du béton. Donc l'eau ne peut pas vraiment s'écouler, quoi. Ouais, en plus, comme c'est une zone qui pratique beaucoup l'aquaculture, et du coup, avec le pompage d'eau souterraine, c'est une région, toute la côte, qui souffre déjà de l'affaissement du terrain, en fait. Et du coup, c'est pas très évident aussi non plus à gérer, en fait, avec toutes les inondations. Donc on espère que que ça va s'améliorer et que pour le reste de l'été, il n'y aura pas trop de nouvelles inondations et de typhons. Oui, c'est sûr qu'on ne va pas entendre parler de problèmes de pénurie d'eau. A priori, pas cette année. Non, au moins. Voilà. Voilà, merci. Et pour conclure, on va changer un petit peu de domaine et revenir sur la culture, donc, puisque les lauréats du prix présidentiel de la culture ont été annoncés cette semaine. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce prix présidentiel de la culture ou... Je crois qu'il y a un prix national de la culture et un prix présidentiel de la culture, donc c'est un peu différent. Mais après, je ne vois pas trop quelle est la différence entre les deux. Il y en a un, c'est le président. Non, alors... L'autre, c'est gouvernement. Mais en fait, oui, c'est un peu... Mais lequel a plus de l'argent, en fait? Je plaisante. En fait, le prix présidentiel, il est décerné par l'Association générale de la culture chinoise, qui est officiellement une organisation non gouvernementale. Ah bon? Qui est fondée en 1967, mais qui est présidée par le président de la République en fonction. Voilà. Très indépendante, en effet. Voilà. Et donc, la vice-présidente, elle est aussi... vice-présidente de Taïwan et aussi vice-présidente de l'association. Et c'est Li Houqing, qui est secrétaire général de l'association, qui a annoncé les lauréats. Sachant que donc il y a eu 2 mois d'abord pour donner ces candidatures et qu'il y avait 184 candidatures, parmi lesquelles une personne a été choisie par catégorie. Donc il y avait 5 catégories différentes. Il y a le prix de la culture générale, ensuite le prix de l'espoir local, le prix de la contribution humanitaire, le prix de la créativité pour les jeunes et le prix de la réforme sociale. Donc c'est la culture au sens très large. Très large, réforme sociale. Oui, effectivement. C'est Rien que pour réforme sociale, on peut mériter un prix, je pense. De créer un prix, en fait, pour récompenser les personnes qui contribuent dans la réforme sociale. C'est vrai que c'est pas une association... Donc c'est une association qui a eu ce prix-là. Et elle n'est pas vraiment dans le domaine de la culture. Donc ce serait intéressant de se demander pourquoi ou comment est-ce qu'ils en sont arrivés à créer ces catégories, effectivement. J'ai pas les réponses. Plus dans un décryptage? Non, je rigole. On va aussi parler de culture dans des décryptages de lundi, mais ce sera pas ces prix-là. Ce sera pas un prix, ça sera autre chose. Mais bon, on va arrêter le teaser là. Donc le prix de la culture a été décerné à He Zhengguang, donc qui est un éditeur d'art, fondateur de la revue mensuelle Artist Magazine ou Ishudia. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. C'est une très belle revue en fait. C'est une très belle revue. Une revue qui célèbre cette année son 50e anniversaire. Donc c'est vraiment... un très long projet
Et c'est l'une des publications les plus importantes dans le monde artistique taïwanais, mais même plus que taïwanais parce qu'elle a aussi été listée parmi les 10 meilleurs magazines d'art au monde. Et c'est la seule revue asiatique à avoir atteint ce niveau-là. Elle survit malgré la numérisation de toutes les données. Voilà, c'est une revue mensuelle. C'est peut-être une œuvre d'art en soi aussi. Non, elle doit être tellement belle que... Mais elle présente effectivement des œuvres d'art et des artistes de Taïwan, mais aussi c'est une référence pour les présentations en chinois d'autres musées du monde entier. Donc il y a eu par exemple des guides très complets de la Sagrada Familia de Barcelone, ou bien du musée Picasso, et d'autres grands musées du monde, en fait, qui sont présentés là en chinois. Et ce sont des ressources qui ne sont pas forcément si faciles d'accès, en fait, pour les non-anglophones. Surtout à une avec époque... ce niveau de précision aussi. Surtout à une époque où l'Internet n'était pas encore très généralisé. Aussi, ouais, bien sûr. Donc, He Chengguang est l'éditeur de cette revue. Il publie aussi le magazine Collection d'art et design, donc qui est un petit peu le frère, disons, de Artist Magazine. Et donc, voilà, il est engagé pour la culture. Donc, c'est vraiment un prix qui récompense à la fois la valeur artistique, mais aussi l'engagement à long terme. Et donc là, il cochait les 2 cases. Et donc, ça a été décerné pour les 50 ans de cette revue. Ensuite, pour le prix Espoir local, c'est l'association du peuple de Meinong, Meinong Aixiang Xiejinhui, donc à Kaohsiung. Elle regroupe en fait plusieurs mouvements locaux, depuis le mouvement contre la construction d'un barrage dans les années 90. C'est devenu un point de rencontre des mouvements communautaires et de défense des intérêts locaux de la région de Meinong, qui est au pied des montagnes de Kaohsiung. Et essentiellement habité par des Hakka. Voilà, oui. Et c'est de là où vient le chanteur Lin Shenxiang. Oui, donc c'est une association qui est en fait au croisement entre la protection de l'environnement, la revitalisation locale et, comme tu disais Meg, la préservation de la culture Hakka. D'où le lien avec la culture. Voilà. C'est pas le barrage, mais c'est la culture. Ensuite, le prix de la contribution humanitaire a été décerné à la fondation Maison Harmonieuse, ou Guanai Jijinhui, qui soutient depuis longtemps les personnes atteintes du sida, les femmes migrantes vulnérables, mais aussi les bébés sans papier, donc qui sont des enfants de parents migrants qui ont disparu des radars de la police. Le prix de la créativité des jeunes a été décerné à Lin Liqing, qui n'est pas l'artiste de BD qu'on connaît, mais un auteur qui a un nom qui se prononce de la même manière, qui a écrit notamment le livre Zogong de jeunes, donc les gens qui travaillent littéralement, donc sur les ouvriers. Et il a aussi fondé une association qui propose des services de nettoyage, soit de lieux culturels, de magasins ou bien d'événements spéciaux, et pour lesquels il emploie des personnes sans abri et des travailleurs défavorisés. Et le prix de la réforme sociale a été décerné, pour terminer, à l'association Taiwan Labour Front, qui reflète le mouvement ouvrier d'après-guerre. À la base, c'était l'association d'aide juridique aux travailleurs qui a été fondée en 1984, qui est passée pour une association de promotion des droits des travailleurs, qui a aussi contribué notamment à la mise en place de systèmes d'assurance maladie universelle ou de pension. Donc voilà, c'est aussi une association qui a beaucoup aidé. Qui est très active. Qui est très très active, voilà. Donc ce sont des prix présidentiels de la culture et des travails sociaux, en fait, même si c'est pas dans le nom, qui ont été décernés ce jeudi. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. On en parle à Taïwan de cette semaine. Qui était présenté par Floriane, Meg et Sasa. Bye bye.